Mon nom est Guillaume Lafleur, je dirige la programmation ici à la Cinémathèque. C'est un plaisir d'accueillir les presses de l'Université de Montréal, Patrick Poirier, qui est directeur des éditions, et d'accueillir donc Silvano Santini, qui a supervisé, dirigé cette édition commentée de la correspondance de Bas-Straram, et Pierre Ranoux, critique d'art, spécialiste du situationnisme, des avant-gardes, enseignant également au Collège Montmorency. Moi, je vais simplement faciliter une conversation entre nos deux invités. J'ai envie de commencer avec une première question, peut-être qui s'adresse directement à Silvano, mais qui peut aussi interpeller Pierre. Quelques mots peut-être pour simplement nous mettre dans le bain, nous approprier un peu le livre, sur tes motivations à travailler à une édition commentée de cette correspondance. Tout d'abord, et ça va me permettre aussi de lui rendre hommage. Jean-Marie Apostolides était un ami qui nous a quittés, donc qui est décédé le 23 mars dernier, tout récemment, qui devait être ici avec nous, parce qu'il devait organiser la journée avec nous. Et au mois de janvier, il est encore avec nous à Montréal, et on a fait un événement au mois d'octobre ici, et qui devait être avec nous aujourd'hui, voilà. Mais Dieu est son âme, comme on dit. Ça part un peu de la discussion qu'on avait eue, toi et moi, Guillaume, il y a quand même plusieurs années, quand Jean-Marie Apostolides a publié les lettres de Strahan à Debord. Jean-Marie avait fait un travail, comme il le dit lui-même, il s'en cachait pas. C'était une époque au début des années 2000, où on publiait tout, des situationnistes, ou à peu près tout. Il avait publié uniquement les lettres de Strahan et sans les réponses de Debord et sans non plus d'appareil critique de la correspondance de Strahan. Il l'avait fait parce que ça semblait tout à fait opportun, étant donné la qualité, on pourrait dire, du diagnostic que Strahan faisait de la société québécoise à la fin des années 50. Qu'il avait remis à Debord, dans le plan un peu de créer une antenne situationniste à Montréal. Donc Debord lui avait dit un peu quelle est la situation à Montréal, et Strahan lui a écrit une longue lettre en faisant une situation en faisant un peu une représentation de la situation à Montréal à la fin des années 50, où et là, c'est là que Guillaume et moi, on avait eu beaucoup de plaisir à lire cette correspondance-là. Il parle de toutes sortes de monde, Gilles Carle, Jacques Godbout, d'Arthur Lamotte, avant qu'ils ne deviennent ceux qu'on connaît, aujourd'hui. Mais le livre d'Apostolides, donc, avait un gros défaut, c'est qu'il n'y avait pas les réponses de Debord, pardon. Donc, on savait pas trop, on comprenait pas trop le dialogue. Le livre avait été publié en France également, donc, diagnostic du Québec à la fin des années 50 en France, il y avait très peu de résonance. Ça n'avait aucune pertinence, ou à peu près, de publier un tel livre en France. Donc, ça me paraissait un peu une édition ratée. Raté, non pas dans le sens où Jean-Marie a mal fait son travail, mais dans le sens où l'occasion de republier ces lettres-là n'était pas la bonne, celle qu'il lui avait donnée. Et on s'en est parlé longtemps, il m'a dit non, au contraire, que c'était nécessaire de republier avec les lettres de Debord et de faire une édition critique également, parce qu'il y a beaucoup de noms, on pourrait dire également d'idées divergentes qu'ils ont, puisqu'ils s'expliquent, un débat vif entre les deux, qu'il fallait donc accompagner avec un appareil critique pour comprendre un peu leur positionnement, leur divergence, et aussi, ça va être un point de rupture, cette correspondance-là entre les deux amis, au début des années 60. Donc, j'ai pris donc sur moi de faire ce travail-là, de le commenter, de le critiquer. Évidemment, avec Guy Champagne, on s'est pris un peu dans le jeu. Puis, comme cette correspondance-là a été tournée autour de la production du cahier pour un paysage inventé, la seule publication situationniste, même si le mot est sans doute un peu exagéré là, au Québec, parce que c'est pas
c'est pas comme tel une publication situationniste. La première partie, c'est des auteurs québécois, comme Paul-Marie Lapointe, Géléno, Marcel Dubé. Il n'est pas très situationniste, Marcel Dubé. Et Gaston Miron, dans la première partie. Dans la deuxième partie, c'était des textes que Straham avait récupérés dans le bulletin de l'IS, donc de Debord et d'autres, d'Askerjan, de son ami Stegla. Donc, c'est un peu un cahier très composite, on pourrait dire, mal ordonné pour quelqu'un qui connaît pas un peu la situation, justement, de la production du cahier. Donc, j'ai publié également. C'était l'occasion, puisque le cahier n'avait jamais été republié. Et c'était l'occasion de republier également ce cahier-là. Donc, avec un appareillage aussi critique. Hein? Donc, c'est un livre, comme je dis, c'est un livre académique. Voilà. Et je me suis intéressé beaucoup après, quand on fait une édition critique, c'est la première fois que je faisais une édition critique. On ramasse tellement de notes, on voit tellement de choses dans les textes, on en devient un peu obsédé. Donc, quand j'ai voulu écrire la présentation du livre, je me suis laissé porter, ça a donné un essai d'à peu près 100 pages, là, presque 100 pages, et qui est sorti en 1 mois et demi, 2 mois, à peu près. Hein, je pense que ça doit arriver à toute personne qui fait une édition critique, hein, d'arriver à la fin d'un travail et avoir tellement de choses à dire. J'ai fait porter mon essai critique surtout sur ce qui a séparé les deux hommes. On pourrait le voir ce soir avec les deux projections de films que j'ai choisies, Critique de la séparation, ben justement. Oui. On est supposé avoir un art unitaire, une pensée unitaire. Straham apparaît dans le... Oui, Straham apparaît une seconde à la 15e minute, je crois, à peu près. On le voit dans le film de Debord. Mais le film scénarisé, le scénario de Straham... tout sépare ces deux films. Donc, c'était l'exemple même. Donc, j'ai essayé, dans mon essai critique, d'élaborer et de travailler le plus possible ce qui avait rapproché ces deux hommes et ce qui les avait aussi séparés. J'espère avoir réussi, en tout cas, à le faire sentir dans mon essai qui précède. Il faut noter, hein, Guillaume Bellemare a écrit une belle postface, on est beaucoup dessus, c'est important, ça complète aussi le livre, puisque Guillaume s'intéresse aux traces, hein, de la publication du cahier, mais pas juste aux traces de la publication du cahier, mais aussi aux traces des situationnistes ici au Québec, hein, dans les années 60, 70 à peu près. Donc là, tout le travail est encore à faire, mais ce que Guillaume a fait est déjà comment je pourrais dire, donne des bonnes pistes là, pour un travail qui pourrait évidemment se prolonger, bien entendu, mais les principales, on pourrait dire, là, pistes sont déjà bien énoncées dans la postface du livre, qui complète donc un peu l'ensemble. Merci Sylvano. J'aurais envie de dire, peut-être pour lancer la conversation, si vous pouviez revenir pour nous donner un peu plus de contexte sur les liens entre Debord et Straham, avant d'en venir peut-être à la séparation. Le contexte de la rencontre, pendant longtemps, je pense, avant qu'il y ait une publication de la fameuse lettre de rupture de Straham à Debord par Jean-Marie Apostolides, publiée en France au début des années 2000. On s'est beaucoup attaché à la mythologie du lien Debord-Straham à travers ce que Straham lui-même en disait. Et la question était jusqu'à quel point cette histoire-là est vraie. Est-ce que c'est un propos que Straham ramène après un certain temps? Évidemment, il y a la publication début des années 60 avec des textes de Debord dans le cahier pour un paysage inventé qui apporte la preuve, parce que cette publication est un peu oubliée. Mais peut-être si vous pourriez revenir un peu sur ces liens avant de passer à la rupture. Je vais laisser, c'est tout plaisir de laisser Pierre en parler. Il est quand même, il avait écrit un article dans S qui m'a beaucoup guidé, hein, sur la véritable histoire ou lien entre Straham et Debord. Donc, je te laisse, Pierre, peut-être. En fait, c'est ça. Quand on regarde les premiers contacts de Straham et Debord, donc il y a toujours une part du mythe que Straham a construit autour de cette rencontre-là,
puisqu'il a fait démarrer très tôt, mais autour d'un scandale célèbre à l'époque, mais on n'en a aucune preuve. Donc, il faut juste se fier à la parole de Strahram. Dans tous les textes qui ont été publiés sur ce scandale-là, son nom n'apparaît de nulle part. Puis tout à coup, Strahram... au scandale de Notre-Dame. Et donc, justement, 1950. C'est ça, où il y a quelqu'un qui monte en chair et fait un truc qui choque les gens qui sont dans l'Église. Et par la suite, Strahram disparaît du corpus lettriste. Donc, c'est la seule trace. C'est lui qui dit « J'ai participé à ce truc-là qui était important. » Mais on n'en a pas de trace. Les premières traces réelles qu'on retrouve, c'est dans les années 52, 53. Et au fait, au départ, c'est pas avec Debord, c'est avec Michel Bernstein. Et là, il y a un lien entre Strahram, Tcheklov et Bernstein. Puis c'est à partir de là où Strahram va inviter Tcheklov à rentrer en contact avec Debord. Et c'est ce qui explique un peu l'importance de Strahram pour Debord. C'est lui qui le met en contact avec Tcheklov. Et ça va devenir une des périodes extrêmement productives de l'international lettriste, les années 53-54. Puis on le sait, donc dans le texte de Sylvano, on en fait état. Donc, Tcheklov est expulsé du mouvement lettriste et Strahram va démissionner en appui à son collègue. Donc, c'est une période très courte, 8-10 mois. C'est vraiment le seul lien qu'il y a entre Strahram et Debord de façon réelle. Après ça, c'est de la correspondance, et c'est tout. De la correspondance, début 54, fin 54, début 55, où Debord réécrit à Strahram pour essayer de prendre le pouls. Il veut voir si réellement Strahram veut quitter l'international lettriste ou pas. Et quand on lit entre les lignes de la lettre de Debord de janvier 55, on se rend compte qu'il n'y a pas de doute, Strahram a démissionné et il ne reviendra pas là-dessus. Et après, il faut attendre quelques années, et c'est en 58 où là, Debord va réitérer son invitation à Strahram de rejoindre l'international situationniste. Oui, qui vient le fonder, hein, parce que on remet un peu des repères. Il y a le lettriste de Isidore Izoux, 45-52, séparation d'avec Isidore Izoux de Debord et sa gang en 52, qui fonde l'international lettriste de 52 à 57. Et en 58, Debord fonde l'international situationniste, là, en continuité avec ce qu'il faisait à l'international lettriste. Et c'est à ce moment-là qu'il renoue avec Strahram. Avec Strahram. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, à travers ce désir-là de reprendre contact avec Strahram, il n'y a pas une stratégie de reprendre contact avec Tcheklov, avec laquelle il a fait des dérives comme avec Strahram, des métagraphies. Ça a été une période extrêmement productive pour les trois individus. Et donc, tout au long de sa vie, Debord va chercher à reproduire ce moment-là. Et c'est ce qu'il ne parvient pas à faire. Il ne parvient pas à reconvaincre les deux autres de revenir. Et la raison pour laquelle Tcheklov part, c'est qu'il trouve que Debord veut trop diriger l'affaire. Il veut trop prendre la mise sur le mouvement, et ça ne l'intéresse pas, ça. Et on le sent dans la discussion avec Strahram. Strahram est extrêmement méfiant. Il est conscient de ça, puis il ne veut pas se faire embobiner une deuxième fois. Oui, Steglov est quelqu'un, Ivan Steglov, donc l'ami, justement dans cette période de 10 mois, pardon, avec Debord, et où est-ce qu'ils dérivent ensemble, il faut le dire, hein, ils dérivent à Paris ensemble, là, voilà, ils déambulent, c'est pas de la déambulation, là, c'est de la dérive, donc, il y a un accompagnement, c'est une déambulation assistée. Là. Oui, consciente, et voilà, ils font des comptes rendus de leur dérive, et ils dérivent beaucoup ensemble, ça se finit souvent dans les bars, là, voilà, d'Algériens, de Nord-Africains,
etc., à discuter avec eux à 5 heures du matin. C'est très plaisant de voir ça. Enfin, si vous avez une vie un peu qui aime et qui a une propension à aller vers les ballons, tout ça, vous allez vous y trouver des compagnons, là, en tout cas en esprit au moins. Mais ils faisaient aussi de la métagraphie ensemble. Ils pratiquaient beaucoup la métagraphie. C'est vrai que ce que tu dis que... Moi, je suis très ingénieux, là, Sylvano. Pierre Arnaud a dit ça tout à l'heure aussi. C'est quoi de la métagraphie? Ouais. Ben, c'est la version de collage là, des lettristes. C'est Isidore Izou, hein, qui a d'abord théorisé, pensé l'hypergraphie, la métagraphie, et que Debord, Straham ont continué, particulièrement Straham. Il en a fait toute sa vie. C'est un collage d'images, de textes, et qui devait être unitaire dans son idée. Voilà, c'est la version, mais les avant-gardes ont toujours, c'est une de leurs productions, le collage, le découpage, le collage, donc c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est juste un nouveau mot pour une vieille chose, hein, on pourrait dire la métagraphie. Mais ça, on revient, parce que ça, c'est important à bien comprendre ce que tu disais de bord, c'est fondamental, je pense qu'on pourrait lire, en tout cas, tout son parcours. Et il le dit dans son dernier film imprononçable, Ingirum, voilà, en latin, il le dit, là, je vais rater ma citation parce que je la connais pas par cœur. Hein, il dit « Comment est-ce possible d'imaginer même un avenir possible à partir d'un si beau commencement. » Quand il dit ça dans ce film-là, ce si beau commencement, c'est ces 10 mois-là avec Ivan Shcheglov et Patrick Straham. C'est cette belle jeunesse que Debord n'arrive pas à retrouver jamais, hein, ou à peu près jamais, cette belle jeunesse. Puis qu'on retrouve, on va le voir dans la critique de la séparation, dans les 2 premiers films de Debord, en 59 et 61, on sent cette nostalgie-là, qui va perdre dans les premiers films qu'il fait après la scission de l'Internationale situationniste en 72. Donc là, il va refaire des films, mais c'est dans un autre contexte. Et dans le dernier, dans Ingerum, ça revient. Et dans Guy Debord, Son art et son temps, ça revient aussi. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui l'a obsédé, en quelque sorte. C'est vraiment un truc marquant pour lui, mais qui l'a cherché en même temps à cacher, à diminuer, à minoriser à chaque fois. Oui, c'est très intéressant de penser un peu aux correspondances entre Straham et Debord sur ce sujet précis, le souvenir de ce qui a été, en fait, juste penser à ce qui a été, à ce que Straham a été dans un certain contexte. On a projeté hier des extraits de cet assemblage interminable de 16 heures de Jean-Gaëtan Séguin, Mourir en vie, où en 1988, Jean-Gaëtan Séguin, armé de sa caméra vidéo, accompagne Straham qui fait venir des amis, revisite des lieux qu'il a habités à Montréal. Et ce qu'on voit dans la vidéo et qu'on lit déjà dans les textes de Straham des années 70, c'est précisément, hormis évidemment les textes qui concernent strictement le cinéma ou un commentaire sur la culture, sur la production culturelle, les textes plus personnels, c'est déjà en partie par le biais de la mythologisation du passé, une sorte d'immense mélancolie, d'un regard d'écrivain, d'auteur porté sur le passé. Ça devait être intense, hein, parce que quand on parle de ça, on parle, oui, de la dérive, de la métagraphie, tout ça, de ces rencontres, des tracts qu'ils ont publiés, que Straham a quand même signé quelques tracts de l'Internationale lettriste, quelques manifestes aussi. Mais c'est aussi tout le quartier de Saint-Germain-des-Prés là, qui vient faire vivre cette amitié-là, qui vient faire vivre aussi cette nostalgie-là. C'est un quartier, Saint-Germain-des-Prés, c'est le quartier, on pourrait dire, qui s'opposait aux existentialistes qui, eux, étaient dans le quartier latin. Donc, Saint-Germain-des-Prés, c'était plutôt des bars, surtout des rues hein, que les internationaux lettristes fréquentaient, la rue du Faux, entre autres, avec le bar chez Moineau. Des rues plutôt paumées, des bars, des bouses, comme on disait, donc, et non pas les grandes... les belles, les beaux cafés que fréquentaient les existentialistes. Il faut dire qu'à l'époque, hein, même
Strahan dit qu'il a fait ça, hein, et il se faisait payer par des touristes américains qui venaient à Paris pour rencontrer des existentialistes. Ils se faisaient payer la tournée par les Américains qui venaient voir. Ben là, comme il n'y avait pas accès à Sartre, sans doute, ou à Boris Vian, ils se rabattaient sans doute sur les lettristes. Oui, qui, pour pas cher, pouvaient les accompagner une journée. L'existentialisme était immédiatement presque un phénomène médiatique. Pour les Américains, ça avait été documenté dans le Time. Il y a un fameux reportage d'Orson Welles où il va à la rencontre des existentialistes dans les cafés. Ben, les lettristes le faisaient aussi, hein. Donc, ils faisaient partie du décor, mais dans des lieux beaucoup plus obscurs et ils buvaient beaucoup plus. En fait, Orson Welles va plutôt rencontrer les lettristes. Je me suis trompé, c'est pas les existentialistes. Il y a un document là-dessus, je t'enverrai ça. Ouais. Mais sur la question de la boisson, je sais pas, toi, Pierre, qu'est-ce que tu en penses, mais quelle place elle occupe, là? Ça a été l'alcool, là, quand même. C'est ça, l'alcool, la drogue, hein, ils ne fréquentent pas les bars maghrébins pour rien, là, c'est vraiment pour aller acheter du hash. Il faut se souvenir, parce que l'image qu'on a de Straram, souvent, c'est le Straram vieux. Or, à l'époque, il a 19 ans. Debord a 21 ans à peu près. Et donc, c'est des jeunes hommes qui partent faire la fête et qui font la fête longtemps. L'idée, c'est de prolonger au maximum. Et l'idée d'ivresse est essentielle à comprendre. Et quand on lit Straram dans les textes des années 70, quand il est obligé d'arrêter de boire parce que son état de santé ne lui permet plus de consommer de l'alcool, on imagine que ça doit être un calvaire. C'est quelqu'un qui a bu tout le temps et qui va recommencer à boire après, même si sa santé ne lui permet pas. J'ai une anecdote. Il continue. J'ai une anecdote. Une fois, je discutais avec François Hébert, donc qu'on a perdu il n'y a pas si longtemps. Donc, le directeur et fondateur, directeur des Herbes Rouges. Je lui parlais de l'écriture en fragments de Patrick Strahan. Ouais, Sylvano, c'est même pas un effet de style, parce qu'à 10 h le matin, 11 h, c'était déjà terminé pour lui sa séance d'écriture. Il était déjà chaud. Mais il y avait sans doute pas tard aussi. Je ne sais pas si c'est ce qui explique l'écriture fragmentaire. Parce que quand même, c'est une pratique aussi là, de l'époque. Hein. C'est pas quelque chose propre à Strahan. Une écriture fragmentaire. Mais sur l'alcool, la biorhythmie, si on regarde à la fois Debord, qui laissait des listes de ses boissons dans une journée, qui était absolument assez effarant. Je pense je peux pas croire qu'il mentait. C'est sûr que... Il est quand même mort d'une polynévrie alcoolique. La biorhythmie même de sa pensée, c'est-à-dire entre moments d'intensité et moments d'ennui, c'est une biorhythmie d'alcoolique. Ça, c'est clair. Et Strahan, là aussi, ces moments d'intensité, ces moments d'ennui, suivent tout à fait la courbe là, de quelqu'un qui a des hypes et des dents, hein, c'est tout à fait. Mais ils en ont fait une forme. Hein, ils en ont fait une forme. Puis, contrairement... Autant Debord l'a réfléchi, a essayé de la théoriser, c'est absent chez Strahan. Strahan n'essaie pas de justifier ça. Il est comme ça, puis il consomme. Mais on sent dans les deux cas tout un projet d'autodestruction qui est assez important. Dès le départ, il y a cette mythologie, on ne vivra pas longtemps, mais on va vivre intensément. Et cette idée-là est importante. Ben, je pense que Graeme Marcus, dans Lipstick Traces, le dit bien, puis il fait bien d'associer, parce qu'il laisse de nombreuses pages aux situationnistes, beaucoup démesurées par rapport à cette histoire du 20e siècle, mais d'associer les situationnistes au mouvement punk, le No Future, là, c'est pile poil, c'est tout à fait là, cet esprit-là. Oui, il y a un nihilisme à l'œuvre en ce qui concerne le cinéma chez Debord, qui fait en sorte même que, en tout cas, c'était la proposition que je faisais en début de colloque, en début de journée d'études tout à l'heure, on va contribuer à la rupture entre Debord et Strahan, même si l'un a vécu plus longtemps que l'autre. Mais je rajouterais, pour vous donner une idée de l'importance de l'ivresse pour Strahan à l'époque, il ne participe pas à la fondation de l'Internationale lettriste.
parce qu'il ne peut pas se rendre, il est trop sous. Donc, il rate les débuts du mouvement. Et parce qu'il est en train de prendre une cuite avec Jean-Michel Mention. Là. Donc, c'est vraiment, pour eux, c'est plus important que d'aller fonder un truc d'avant-garde. Non, ça reste très présent, ça va rester, ça va vivre, ça fait partie de la vie de Strahan. Ça fait partie aussi d'une vie qu'ils ont choisie, c'est-à-dire, si on regarde franchement des gens qui sont allés au bout de leur idée, jusque dans leur vie, aussi bien, et là-dessus, il y a aucune séparation entre Debord et Strahan. Ils sont allés au bout de leur idée. Ne travailler jamais, ne jamais se présenter devant les... En tout cas, pour Debord, ne jamais laisser une entrevue à la radio, à part ce qu'il a fait en tout dernier, mais il s'était suicidé un mois avant que ça passe à Canal+. De jamais laisser une entrevue, de ne jamais travailler, etc., de jamais collaborer avec le spectacle, autrement dit, pour Debord, mais pour Strahan aussi. Je veux dire, il est mort dans la misère, dans une extrême pauvreté, là, mais c'est indicible, là, à quel point il a vécu pauvre, cet homme-là, et qui pourtant a animé, était connu, a écrit, on parlait de lui comme qui le faisait remarquer, je pense que c'est Marcel Jean, qui croisait des gens aux États-Unis. L'équipe de production de Coppola le connaissait. Voilà, le connaissait exactement. Il est mort dans une extrême pauvreté, mais conséquent, cohérent, absolument avec lui-même. C'est quelque chose qui m'apparaît, en tout cas, absolument... C'est remarquable. Non pas que j'adore, non pas que je suis en train de dire qu'on nous devons tous aller vivre dans un studio. Mais c'est extrêmement cohérent avec sa pensée. Et là-dessus, d'abord, et Strahan sont deux. Ils méritent au moins que ça soit dit. Je ne veux pas avoir le mot de la fin. Mais en fait... Je veux la fin de l'énigme. OK. Tu as ouvert une porte tantôt en nous disant qu'est-ce qui fait qu'ils se séparent? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne s'entendent pas finalement? S'ils sont larrons à foire, s'ils sont toujours partis. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'éloignent? Quand on lit la correspondance, on voit assez bien, il y a deux éléments, à mon sens, qui font qu'ils ne peuvent pas se rejoindre. Ils ne comprennent pas les mêmes concepts. Et pour Strahan, l'idée d'expression est extrêmement importante, alors que Debord n'est plus du tout à ce niveau-là. Debord et les situationnistes en général ont décidé à partir de la plateforme d'Albov et ensuite du Congrès de Londres de ne plus produire d'œuvres. Et donc, ils disent, on ne produira plus d'art, de quelque forme que ce soit, même pas de façon à détruire l'art, parce que ça, c'est trop associé aux lettristes de Izu. Izu a théorisé tout ce pan-là de la production artistique, les avant-gardes. Mais ce que dit Debord à ce moment-là, c'est tout ce qui nous est permis de produire, c'est des détournements. On peut produire à partir d'une œuvre et la détourner de son sens, l'amener dans une direction autre, politique, autre, mais on ne produit rien. Alors que pour Strahan, c'est impensable. Strahan continue de croire en la puissance, on l'a vu dans plusieurs communications, là, la puissance de l'acte d'énonciation sous forme artistique, pour lui, c'est essentiel. Et Tout à fait, mais ça tu as absolument raison. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est contextuel, et ça, je l'ai fait remarquer quand même dans mon essai qui précède l'édition critique. C'est cette idée que Debord et Strahan se parlent dans deux contextes tellement différents. C'est-à-dire, Debord est resté à Paris où le cinéma, voilà, on est au début de la nouvelle vague, tout ça, c'est fort. Et ça, au Québec, il n'y a rien. Et Strahan lui dit à Debord, il n'y a rien à déconstruire ici, tout est à construire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il publie le cahier situationniste, cahier pour un paysage à inventer. Mais quel titre! Debord n'aurait jamais pris un titre pareil. C'est mièvre, c'est impuissant, c'est... Je sais pas comment je pourrais le dire, là, d'une version de Debord, mais Debord n'aurait jamais publié un titre pareil, cahier pour un paysage à inventer. Ça fait Gaston Miro, mais ça fait pas pantoute du Debord. Donc, ils sont dans deux contextes totalement différents et Strahan dit, je suis situé, je suis ici en ce moment,
Et c'est ça, hein, je pars de ça, je ne peux pas me projeter dans un Paris que je connais encore parce qu'il y a beaucoup de correspondance avec des gens qui connaissent encore, mais je ne peux plus me projeter là. Je suis à Montréal et il n'y a rien d'émotif. Et même politiquement, ils sont très loin à ce moment-là, parce que Debord, au moment de la correspondance des années 50, 60 en fait, quand il est en train de prendre contact avec Henri Lefebvre, il est en train de prendre contact avec Socialiste ou Barbarie, et eux ont brisé les ponts avec le Parti communiste français. Puis si vous avez lu le cahier, hein, pour un paysage à inventer, moi ça me fait sursauter à chaque fois, Debord cite un truc des lettres françaises qui est l'organe du Parti communiste français. Tu dis, oh, Debord a dû le recevoir un peu de travers, ce truc-là. Ils sont loin. On dirait que Straham ne réalise pas ce qui s'est passé en 1956 dans les pays de l'Est. Hein, et donc, lui, il reste très près du Parti communiste, alors que pour Debord, ce qui s'est produit en Hongrie avec les conseils ouvriers, c'est vers là où il faut aller. Et donc, ils ne peuvent pas se rejoindre. Puis, on le sait, Straham, tout de suite après, va aller faire un voyage, ce que va lui reprocher Debord. Il fait un voyage en Union soviétique. Payé par le Parti communiste canadien. Oui, et il revient à Montréal et il fait des conférences pour vanter le système soviétique en disant « Il y a autant de librairies à Moscou que de tavernes à Montréal. » Pour lui, c'est ça son comparable. Donc, on se rend compte, il le fait sérieusement, là, il y croit. Bon, après ça, il va devenir beaucoup plus hétérodoxe dans son marxiste, mais je pense qu'à un certain moment, il était très orthodoxe. Près de Lefebvre. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est d'abord en 63, il y a une lettre, c'est un ami qui lui demande des nouvelles de Straham, où est-ce qu'il peut le rejoindre. Il dit, Straham, moi, il doit abriter encore la rue Ashbury, mais je ne sais plus rien de lui parce que il y a encore cette idée très communiste des syndicats et aussi, concernant le cinéma, il fait des critiques très bourgeoises, parisiennes, qu'on méprise le plus ici. C'est ce qu'il dit. Évidemment, Debord est totalement, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, Debord, c'est le début, les situationnistes, on pourrait dire, de la pensée autonomiste, antisyndicale, de gauche, très radicale, mais anti-syndicale, autonomiste. Il a lutté avec des grèves en Belgique, autonomistes, antisyndicales. Là, on a une source là, très forte de ce qu'on appellerait l'autonomisme, etc. Mais là, on ne va pas partir cette discussion. Peut-être qu'on pourrait autonomiser notre public en leur suggérant fortement de mettre la main sur ce livre passionnant qui va faire date. S'il y a des questions, peut-être, une ou deux, on peut peut-être en prendre. Oui, on a 14 secondes pour 12 questions. Oui. Oui, le blues clair, là, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est même devenu un bar. L'origine de ça, qu'est-ce que c'est? Django Reinhardt, c'est une pièce de Django Reinhardt que Straham aimait beaucoup, qu'il écoutait beaucoup. Et le bar, moi j'ai rien là, qui témoigne de ça. Peut-être Pierre, toi t'en as. Le bar a été nommé quand même pour ça, mais j'ai pas de preuves là comme tel. Et à partir des années 80, Straham voulait tout intituler Blues clair. Ouais. Puis en fait, mon souvenir des premières fois que je suis allé au Blues clair, c'était le Blues clair. Aujourd'hui, c'est Learmad. C'est pareil. Et il y avait des bancs de cinéma qui avaient été récupérés pour Straham. Donc, moi, je suis allé prendre une bière avec, pour l'anecdote, hein, puis pour me tirer un peu une larme avec mon ami Jean-Marie qui est décédé le 25 janvier dernier. J'étais avec ma conjointe. On a pris une bière au Learmad, au Blues clair, avec Jean-Marie à Postelidan. Ça lui a fait beaucoup plaisir. Sans doute une de ses dernières bières dans un bar. Question là. Oui, j'aimerais savoir, pour revenir sur ce clash entre Debord et Straham. Moi, je connais un peu Debord, un peu Straham, mais je me demande si, est-ce que ça serait comme une hypothèse moins conceptuelle que, disons, affectation psychique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais est-ce que ça n'aurait pas à voir avec le fait que Debord aurait essayé de projeter, si on veut, ce fantasme d'un empire situationné sous Straham comme une espèce de éclaireur québécois,
éclaireur et, en tout cas, bref, ce à quoi, tu sais, qui est assez cohérent, considérant, bon, le Mars impérial, considérant aussi cette appellation international situationniste, puis le désir de totalité chez Debord, qui, moi, m'a vraiment, je vais essayer d'être poli, mais quand lisons Debord, c'est ce qui m'a le plus énervé, si on veut. Et donc, je propose de lire, de comprendre un petit peu de l'extérieur que ce qui nous touche peut-être chez Straham, c'est le fait qu'il ait résisté à cet impérialisme. Le Québec comme, disons, en tout cas, à ce moment-là, aujourd'hui c'est comme, on va le questionner, mais ça avait quelque chose d'anti-impérial que de défendre le Québec dans ses formes cinématographiques particulières. Ben, tu sais comment Debord s'appelait Louis II de Bavière. Donc, c'est Stegloff, quand il écrivait à ses amis ou il écrivait à Straham, il disait Louis II de Bavière a encore sévi. Donc, ça dit un peu tout. Hein. Ils se sont séparés de Debord à cause, surtout Stegloff, à cause de cette, je sais pas si tu as des choses à ajouter, mais cette emprise, cette idée grandiose, internationale aussi, qui était peu. Mais l'idée de résistance est réelle. Hein? Straham écrit à Tcheklov pour lui dire je suis en contact avec les situationnistes, mais je leur ai fait comprendre que j'avais mes positions puis j'avais mon point de vue. That's it. Donc, il est prêt à utiliser les textes, à les diffuser, mais je pense pas que ça aille plus loin que ça. Pour lui, c'est vraiment, il y a une fin de non-recevoir, les ponts sont coupés. Puis la façon qu'il utilise, puis on peut peut-être terminer là, l'idée, la façon dont il utilise la question de la situation est importante. Pour Straham, se situer, c'est toujours indiquer d'où on est, à quel moment on est, dans quel contexte on est, de quelle culture on est formé, d'où toute l'énumération de tout ce qu'il aime, de tous les cinéastes qu'il admire, de toutes les musiques qu'il écoute. C'est important pour lui, c'est une sorte de matérialisme historique, si on veut, de sa fabrication. Comment j'ai été formé à travers le temps. Alors que pour Debord, ça ne correspond pas du tout à cette définition-là. Il a plutôt théorisé l'idée de fabriquer des moments où on échappe à la vie ordinaire pour créer quelque chose de singulier. Surtout, ouais, l'idée de participation dans une situation du moment est absolument fondamentale pour Debord. Et c'est vrai que Straham... Debord disait, hein, c'est-à-dire on a abandonné l'idée des lettristes de laisser des traces, et on sait que Breton, c'est ce que Debord disait, Breton, c'est celui qui laissait le plus de traces. Nous ne voulons plus laisser de traces. Donc, évidemment, Straham, s'il y a bien quelqu'un qui laissait des traces, c'était lui. Oui, puis et Debord est conscient de la distinction. Hein. Il dit dans une des lettres qu'on trouve dans le livre, il dit il y a différentes définitions de la situation. Puis là, il nomme 3-4 personnes. Puis il dit le cahier et la sienne. Et donc, il dit c'est pas la même définition, on n'a pas la même définition. Donc, ça peut pas fonctionner. Sylvain Santini, Pierre Hanoux, merci beaucoup pour vos interventions.